De retour en plateau après ce live exceptionnel, merci beaucoup. Un petit mot peut-être sur une chanson particulière qui s'appelle Tu planes sur moi. Voilà, si tu me donnes l'occasion, je vais m'éterniser parce que c'est une chanson qui a bercé plusieurs de mes journées et de mes nuits. Donc j'ai Laura devant moi, donc je dois lui dire, j'adorais cette chanson. Tu parlais tout à l'heure tu es pianiste à la base. Et moi, c'est ce morceau de piano-là avec l'équilibre piano-voix, c'est pour moi, je suis fan. Donc je lui dis, voilà, quand on est fan de quelqu'un et qu'on extrêmement touché. Face, on lui dit. Ouais, d'autant plus que ça a été une des chansons les plus rapides à écrire. Vraiment, c'est venu presque comme sous la dictée. Et la mélodie, je me souviendrai toujours le moment, ce moment où tu es attrapé par l'inspiration et tu te demandes vraiment si c'est toi qui écris. Tellement c'est étrange quand tu écoutes, tu te dis c'est pas possible que j'ai pu faire un truc pareil, c'est pas possible. Et en tout cas, je infiniment touché. Je veux te dire Beleb Shalem. Oh, merci beaucoup. Et sans transition, on va donner la parole à Yoram Salamon. Rebonsoir Yoram. Bonsoir. J'ai cherché longtemps, Galit a cherché longtemps des mots pour essayer de te définir, de cerner le personnage, et on a conclu tous les deux qu'il fallait au moins 2-3 heures d'interview pour essayer de comprendre un peu qui tu étais et qu'est-ce qui se cachait sous cette air de Bobo Baba Tel Avivien. Bobo Baba. Bon, merci Galit. Diplômé de droit à Sciences Po, qui a échappé de justesse à une carrière de notaire de province à Lille. T'es bien renseigné. T'as fait de la com, t'as fait du journalisme, une voix de blogueur, d'influenceur, d'artiste, de la poésie, de la photo, et peut-être à travers ces différentes facettes, quelque part, le fait que ton prénom et ton nom de famille sont associés à deux grands rois, le roi Yehoram, le roi Salomon, roi de Juda, roi d'Israël, il y a presque 3000 ans, avec des facettes multiples. Donc en quelques mots, qu'est-ce qui se cache derrière ton prénom et ton nom? Écoute, c'est une bonne question parce que je continue aujourd'hui à 45 ans à chercher ce qui me définit, hein, très, très sincèrement. Forcément, tout ce que tu viens de citer, ça fait partie intrinsèque de moi. J'écris depuis que je suis gosse. Tout ce qui est visuel m'a toujours attiré énormément. Le regard, en fait, ce que je porte sur ce monde, après, qui soit traduit par de la photo, par des mots. Et le fait est important aussi, et c'est ce qui peut-être fait le pont avec ce talent ou cette fonction de blogueur ou de journaliste que j'ai endossé aussi, c'est le fait de vouloir le raconter. Ça, les garder pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur si je ne le partage pas, quoi. C'est comme ça peut-être que je réunis tout ce que je fais. On va le découvrir dans le détail. Donc peut-être retour aux sources. Tu es né en Israël. Ouais. Et peu de temps après, tes parents font un choix radical. Je ne sais pas si c'est mes parents qui ont choisi. Je crois que c'est ma mère qui a choisi pour mon père. Ils se sont rencontrés tous les deux. Mon père est argentin, ma mère française. Ça aurait pu être à Buenos Aires, ça a fini à Lille, en France. Alors, je vais lire quelques mots du CV qui présente sur Internet parce que je trouve que c'est exceptionnel. Dans ta biographie, tu dis 1974, naissance à Tel Aviv, culpabilité reconnue de mes deux parents. Ouais. 75, kidnapping par mes deux parents qui décident de se désallialiser en s'installant, on ne sait toujours pas pourquoi aujourd'hui, à Lille. Voilà. 4 ans après, première rupture amoureuse, douleur et chagrin immense, toute ma vie affective en sera définitivement marquée. J'avais 4 ans là, c'est ça? 5 ans. À 5 ans, ouais. Tu te souviens de cette histoire pour de vrai? Ouais, tout à fait. Alors, c'est... Non, mais voilà, c'est une histoire d'enfant de maternelle, mais ça m'est resté, en tête. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à raconter là-dessus, c'est juste un souvenir d'enfant. Donc voilà, toute la biographie est faite comme ça, je ne vais pas tout lire, mais 1987, bar mitzvah. Ouais, je l'ai faite, ouais. Fin de ma vie de juif pratiquant. Exactement, ça a été la fin, oui. Pas ma fin de vie de juif, hein, parce que je pense que
mon identité est plus que baignée là-dedans et à 1000%. Mais c'est vrai qu'au niveau de la pratique, oui, j'ai à peu près arrêté à ce moment-là. Ouais. Et grande date, on passe en 96. Fin de mon incarcération à l'université de droit de Lille. Après avoir été condamné à une peine de 2 ans, j'en ai purgé 5 pour obtenir un bac+2. C'est vrai, j'ai un peu galéré pour avoir ce qu'on appelait le DUG à l'époque. J'étais pas super motivé, j'avais choisi droit. Enfin, je pense même que c'est ma mère qui a choisi droit pour moi en fait, parce que je voulais faire de la com déjà, je voulais faire du journalisme, de la com, et que il fallait, en tout cas pour intégrer l'école que je voulais à ce moment-là, il fallait avoir un bac+2. Donc le droit paraissait la voie généraliste. J'y ai passé 5 ans en tout cas pour les 2 premières années. Quoi. Ouais, j'étais pas loin. Et je me souviendrai, moi j'étais à Paris. Comme beaucoup qui savaient pas quoi faire, j'ai dit tiens, on va faire droit, ça mène à tout. Paris 2 Assas, une des plus grandes universités, sinon la plus grande de France. Et je me souviens dans cet amphi qui devait avoir 1500 places. Premier jour, cours de droit, et le prof nous dit regardez l'élève devant vous, regardez celui de derrière. Celui de droite et celui de gauche, parce que l'année prochaine, il n'y en aura qu'un de vous 5 qui sera encore là. Ouais, on nous l'a fait aussi. Pour mettre l'ambiance quand tu arrives là, donc voilà, effectivement, il faut parfois quelques années pour avoir un bac+2. Mais c'est vrai, hein, moi je les ai vus passer devant moi et derrière moi pendant 5 ans. J'étais toujours là. T'étais quand même vachement motivé pour rester 5 ans. Écoute, non, c'est pas que j'étais motivé. Crois-moi que j'ai voulu arrêter plusieurs fois, mais à un moment, quand tu as réussi à finir la première année, et que tu dois avoir cette deuxième année, et que si tu ne vas pas jusqu'à la fin, de toute manière, tu as perdu X années pour avoir la première. Donc il y a un moment où... et en plus, non, ce qu'il y a, c'est que c'est pas très intéressant, mais j'ai failli le faire en 4 ans et je me suis planté pour une connerie, quoi. Donc au final, quand tu entames la 5e fois, tu te dis bon, là, ça va aller. Et j'ai passé une excellente année d'ailleurs la 5e fois parce que bon, ouais. Donc ensuite double maîtrise, droit public, sciences politiques, là, un peu, ouais. Et t'as failli être notaire. Pour le bien du monde, heureusement que je ne l'ai pas été. Pour ton bien à toi surtout aussi. À l'époque, non, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, j'ai rencontré celle qui allait devenir la mère de mes 2 enfants, et avec un ex-beau-père qui était une personne géniale et qui a voulu me faciliter la tâche. Je faisais du droit, donc il avait l'opportunité de m'accompagner, en tout cas pour que je commence facilement dans ce métier. Et ça a commencé par un petit stage, normalement d'1 mois, j'étais 2 jours, quoi, et le reste n'a pas suivi, même si j'ai fait les concours, etc. C'était pas ma voie. Donc en toute logique, après Sciences Po, maîtrise de sciences politiques et du droit public, tu pars dans la com. Je pars dans la com. Non, alors j'ai fait les 2 en même temps, c'est-à-dire que j'ai continué mon droit tout en commençant la création graphique, mais alors complètement, j'étais autodidacte sur Photoshop et je faisais ça au début parce que je trouvais sympa, c'était Photoshop 3 encore à l'époque. Et puis mes créas apparemment plaisaient, j'ai commencé à vendre ça, mais pour le fun à des bars, des clubs, et ça a commencé à marcher. Et en fait, c'est comme ça que les choses m'ont dirigé droit dans ce qui allait être mon métier plus tard, quoi. D'accord. Donc finalement, tu es resté dans la communication sous différentes formes. Il y a un truc particulier par rapport à la communication, c'est que en fait, donc, je n'ai pas fait d'études de communication. Je savais que j'avais ça en moi. Et quand j'ai commencé à faire des créas, ça ne m'a pas porté tout de suite vers la communication, mais les clients qui me demandaient ça, je leur apportais des conseils et ils m'écoutaient de plus en plus. Et donc, ça a fait que j'ai commencé à donner aussi du conseil en com, mais alors complètement aussi autodidacte. Et un jour, j'ai eu la chance qu'un ami à moi me demande si je pouvais faire un remplacement dans une école privée en com événementiel. Et il me dit, tu connais la com événementielle ? Oui, évidemment, je connais. Et j'ai pris le cours. Et il s'avérait que je faisais des soirées à l'époque. J'organisais des soirées, ce qui me donnait la légitimité pour faire de la com événementielle. Et en fait, ça a marché. Et on m'a donné un autre cours en publicité. On m'a demandé, tu pourrais donner un cours en publicité ? Et oui, évidemment. Et en fait, j'ai donné des cours pendant 7 ans à des étudiants sur tous les domaines du marketing, de la pub. À chaque fois, en me formant pour le pouvoir. Je savais de quoi je parlais sur la pratique, je ne savais pas de quoi je parlais sur la théorie, donc il fallait que je m'instruise pour ça et que je me forme. Et en fait, j'ai fait mes études de com en formant des étudiants pendant 7 ans, en fait. C'est ça qui m'a donné mon bagage, quoi.
Donc là, on est au début des années 2000. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Et grande date 2008. On fête 40 ans de mai 68. Ah oui, la première fois où je me lance en tant que... Je me suis jamais défini artiste. À l'époque, j'étais directeur. En plus de ce que je faisais à côté, j'avais des amis qui avaient ouvert un bar à Lille. Et c'est devenu rapidement the place to be, quoi. Il y avait énormément de monde et comme on me connaissait déjà un peu pour mon talent créatif, on va dire, et ils m'ont demandé de prendre la direction de la com événementielle. Donc, et j'ai commencé à organiser, à dénicher des talents artistiques et à organiser des vernissages tous les mois. Et un jour, une des boss, enfin la boss du lieu m'a dit pourquoi toi tu fais pas ton expo? Et je lui ai dit je suis pas artiste moi, pourquoi tu veux que je fasse mon expo? Et elle m'a dit mais si t'es artiste, vas-y. Et là, quel support on parle? Photo? Non, à l'époque j'étais sur la création graphique uniquement. Dessin. Visuel quoi. Je faisais ouais, vraiment de la création graphique. Et, digital. Et j'ai dit ok, je relève le défi et c'était effectivement les 40 ans de mai 68 et c'est vrai que la politique pour moi est quelque chose qui m'a toujours extrêmement intéressé et j'ai pris les slogans de mai 68 que j'ai mis en confrontation avec ce qu'ils étaient devenus en 2008 et j'en ai fait une série de tableaux et qui ont été super bien reçus à cette époque, même si c'était très local. Et ça a été mon premier regard sur un travail que je faisais pour moi-même et pas pour un client, et une première expérience artistique, même si je ne me définissais pas à l'époque comme un artiste. Et c'est ce qui a, oui, on peut dire que c'est c'est une grande date. C'est la date où je me montre. Et il y a une deuxième grande date, on en parlait tout à l'heure, c'est 2010, c'est le début de ta renaissance, donc c'est l'Alia. Ah, l'Alia. Ouais, c'est... Pourquoi tu pars? Tu avais une bonne situation, tu étais à Lille. Alors oui, tout allait pour le mieux à Lille. À l'époque, donc dans la com, j'avais avancé. On était assez précurseurs dans ce qu'on appelait l'e-réputation. C'était vraiment les débuts au départ. J'avais mon agence, etc. Mais j'avais aussi une femme que j'aimais. Puisque j'avais divorcé. Encore les femmes, on en parlait tout à l'heure. Définitivement, l'Alia c'est la mère de mon troisième fils. Voilà, je l'ai rejoint en fait. J'avais très envie de venir en Israël déjà. À chaque fois que je venais, je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau ici. Ce pays a tout de suite une vraie forte attraction sur moi et voilà. Et les choses se sont fait naturellement. Je l'ai rejoint et elle a été le levier qui m'a fait venir ici. Donc plutôt une belle alia dans des bonnes conditions. J'ai fait une très belle alia. J'ai fait une très belle alia. J'ai trouvé un bon job avant même de mettre les pieds ici. Oui, j'ai une vraie belle alia. Arrivé à Tel Aviv, j'habitais à Neve Tzedek, j'avais ma voiture de fonction, j'étais directeur marketing d'une belle boîte. alia dorée, rêvée, oui, j'ai pour fait tous les une Français très belle qui alia. voudraient venir. Pour moi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, tu veux parler de la société en question? Ouais, ça n'a pas d'importance. J'ai fait 3 ans chez ce qui s'appelait à l'époque Partir en Israël, qui était un tour opérateur en fait, qui fait toujours venir les touristes en fait, et ça m'a permis de faire mes armes en fait avec le milieu israélien. Je connaissais pas grand-chose professionnellement. Voilà, et ça m'a surtout permis de commencer à mettre le pied à l'étrier assez facilement dans un pays où je n'imaginais pas, je voyais pas la difficulté de faire son alia, puisque je pouvais la comprendre, mais pour moi, à l'époque, en tout cas, elle m'a pas touché. D'accord. Voilà. Et il y a un grand changement quand tu déménages, ouais. Que tu quittes Gordon et Neve Tzedek. Ah oui, ça c'est bien plus tard. Non, bon, j'ai déménagé dans d'autres endroits, dans Tel Aviv. Il y a eu un grand changement dans ma perception et dans ma vie, surtout, puisqu'effectivement, il y a 2 ans maintenant, à peu près, l'ALIA qui avait été dorée a été beaucoup plus compliquée. J'ai été rejoint par des contingences, des réalités professionnelles et des contingences économiques. J'ai choisi un moment aussi de travailler comme je l'avais toujours fait, c'est-à-dire en indépendant, ce qui n'a pas été le cas quand j'ai commencé mon ALIA. Ouais.
parce que j'avais envie de me réaliser voilà. Mais Israël est un pays très compliqué, très dur, où gagner sa vie demande beaucoup de. Je crois que pas plus que partout, mais en tout cas plus que là où j'étais en France, en tout cas beaucoup plus d'énergie. Et il y a un moment où ça m'a rejoint et c'est vrai que j'ai dû faire un choix. Je voulais rester à Tel Aviv malgré tout et j'ai habité dans le centre, dans un très bel appartement et j'ai dû faire l'impasse sur ça et choisir d'habiter dans ce qu'on appelle le Bronx de Tel Aviv. Dans le Bronx de Tel Aviv, ouais. Je sais pas si on l'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est pas le quartier où les gens pensent à s'installer immédiatement et voilà, j'étais m'installer à Tachana Merkazit. Je voulais rester à Tel Aviv parce que mes enfants étaient scolarisés à Tel Aviv et donc c'était important que j'y reste. Tachanat Merkazit, quand on fait une recherche sur Google, une des premières sorties, c'est un des 10 lieux à éviter à Tel Aviv. Ouais, pour donner un peu le cadre. Alors pour la petite anecdote, quand c'est un petit peu, c'est un peu, enfin, oui, c'est pas le meilleur quartier. C'est un peu exagéré, mais c'est pas du tout l'image de Tel Aviv. Ah non, ça c'est sûr. Et pour moi qui survendais l'image de Tel Aviv, puisque j'avais travaillé pour un tour opérateur, avec mon but c'était de montrer les plages le contraste avec Neve Tzedek, voilà. ouais, c'est sûr. Tout à coup, c'est plus cette carte postale là à laquelle j'ai été confronté, quoi. Mais enfin, c'est pas pire que Barbès, quoi. J'ai jamais habité à Barbès, mais tu viens de Lille. Bon, c'est pas pire que Barbès. Mais bon, il y a des belles banlieues aussi autour de Lille, donc il y a pas de. Non, mais Barbès c'est un quartier de Paris. Oui, non, mais je pouvais qui est assez folklore. Et je pense que la Tachana Merkazit, c'est pas pire. Et à ce sujet, donc j'ai vu une belle anecdote sur des œufs. Est-ce que tu veux nous raconter des œufs, l'anecdote des œufs? Il faut quand même que je revienne 2 secondes sur le choix du quartier, parce qu'à l'époque, c'est pas que je voulais absolument habiter à la Tachana Merkazit, c'est que tout simplement les prix des loyers était ce qui me permettait de rester à Tel Aviv. J'ai eu la chance, et le jour où je me suis décidé à visiter l'appartement que j'avais vu sur cette annonce, qui m'avait l'air sympathique, cela dit, j'ai été en me disant ok, vas-y, mais voilà, j'en avais pas parlé au maire de mes enfants, je savais que et quand j'ai été, le propriétaire était super sympa, l'appart était sympa, j'ai vu le quartier beaucoup moins sympa et j'ai pris ma décision quand même. Je l'ai annoncé au maire de mes enfants qui ont tout de suite mis leur veto et m'ont dit il n'y avait pas question, etc. Les 2 mères des 3 enfants. Ouais, tout à fait. Et au final, bon, c'est tout. Je leur ai pas demandé leur avis parce que j'avais pas le choix, tout simplement. Et au final, je crois que ça a été. Alors, je vais te raconter l'histoire avec les œufs, mais ça a été, je pense, une des meilleures décisions de ma vie. L'histoire avec les œufs, finalement, elle est représentative de tout ce schéma mental dans lequel je suis entré et duquel je suis sorti après, puisque tu imagines bien qu'il n'y a pas énormément de blancs dans la Tachana Merkazit. La Tachana Merkazit, aujourd'hui, c'est 50% éthiopiens, soudanais et 50% asiatiques, parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'asiatiques, des Philippins, des Malaisiens, il y a de tout. Chinois aussi. Une image qu'on n'a pas forcément de Tel Aviv. Non, ça va être une découverte pour beaucoup d'avoir des photos qu'on va voir que tu as faites sur une vision de Tel Aviv assez inconnue pour beaucoup, de quelqu'un qui l'a vécu. Ouais, mais c'est ça. C'est un quartier très populaire. Alors, il y a beaucoup de quartiers à Tel Aviv qui sont très populaires, mais ce populaire-là, on ne le voit pas dans d'autres quartiers. Avec une mixité particulière. Il y a une mixité particulière. Et justement, il n'y a pas énormément de blancs. Donc, et dans l'immeuble où j'étais, je pense qu'il y en avait un autre que j'ai connu un peu plus tard. Mais voilà, donc forcément, on est visible dans le quartier. Et Laura, tu connais ce quartier de Tel Aviv? Tout à fait, parce que je passe toujours par là pour aller prendre le Chérout et aller à Jérusalem. Donc, mais je me suis aventurée une fois pour faire ma carte de transport à l'intérieur. Et j'ai vécu une expérience absolument incroyable. Mais je veux dire, aller faire sa carte, se rendre compte qu'il y a vraiment tout Israël, qui a vraiment des personnes qui sont dans une précarité incroyable, qui la plupart du temps n'ont pas leurs papiers. Je crois que j'étais la seule dans toute cette file
à être certes noire, mais avoir mes papiers, avoir un pur passeport français. Et c'était étrange parce que cette dame qui m'a remis donc cette carte m'a fait un énorme sourire en me disant bah, vous au moins c'est carré, il y a pas de. Mais moi j'ai trouvé que cette expérience était incroyable parce que pour comprendre exactement ce qui se passe dans les bas-fonds d'Israël, je crois que traîner dans la Taranata Merkazit, c'est une expérience assez extraordinaire. Oui, donc, pardon, on revient, tu nous disais donc... les œufs. Ouais, bon, l'histoire des œufs qui est anecdotique, mais au final qui est représentative. Donc voilà, des blancs dans le quartier, il n'y en a pas beaucoup. Et des macolettes, en fait, si des macolettes, il y en a plein, mais il y en a plein qui sont clandestines. C'est-à-dire que c'est en gros les habitants qui ouvrent leurs fenêtres le soir. Derrière, il y a ce qu'il faut pour dépanner. Et si la police passe, les fenêtres se ferment. Et puis voilà. Et donc j'étais coincé. Il me manquait des œufs notamment. Et puis je dis bon, on va faire pratique. On va aller à la macolette du coin. Et ça a été ma première expérience. Alors quand je parle de ça, ça fait très. Alors là, bobo, baba, parce que tu dis. Mais Bobo Baba, c'est bon, ça une nouvelle expression. Qui c'est qui a inventé cette expression? C'est incroyable. Mais quoi qu'il arrive, tu peux pas t'enlever de la tête le fait que t'es pas à ta place. En tout cas, au départ, j'étais pas à ma place, moi. Donc tu rentres dans la macolette et tu te sens... Et je me sens... un Français en Chine. Ouais, enfin, je me sens pas là où je dois être, en tout cas. Et c'est ce que je raconte dans le texte dont tu parles. C'est que, voilà, j'ai pris des œufs, mais il y a eu un gros moment de silence, quoi. Je me suis demandé s'ils pensaient pas que j'étais de la police à un moment. Mais ils n'avaient pas l'habitude d'avoir un blanc qui venait chercher ces œufs-là. Peut-être ils s'étaient perdus, peut-être non, j'étais pas perdu, j'habitais juste à côté. Et voilà, et peu à peu, je me suis complètement fusionné dans ce quartier. Parce que j'ai vu, comme disait Laura, en fait, j'ai vu, effectivement, il y avait de la détresse, mais il n'y avait pas que ça. Et ce qui m'a marqué, c'est que il y a une énergie dans ce quartier que j'ai retrouvé nulle part ailleurs à Tel Aviv. Les gens sont affairés, les gens, je parlais de beaucoup d'Asiatiques qui sont là aussi. Il y a une effervescence. Et tu parlais de Barbès tout à l'heure. Alors j'ai déjà été à Barbès, mais je pense qu'on ressent à peu près la même chose. Ouais. Il y a une sorte d'ébullition comme ça, et qui n'est pas la même que dans d'autres quartiers de Tel Aviv, où peut-être c'est grâce à une vie nocturne qu'on peut avoir une ébullition, ou grâce à des restaurants, etc. Là, c'était autre chose. C'était Alors, des formes d'ébullition, tu en avais eu également dans la communication avec 2 sites internet. Oui. Dont on peut peut-être dire quelques mots, qu'on fait des gros cartons en Israël pour l'époque, Street Israël, Route Israël. Street Israël, ça a été le début, en tout cas, ça a été, on va dire, ce qui a enfanté Route Israël, mais c'était un des premiers blogs à l'époque un peu décalé qui parlait d'Israël, et Route Israël, ça a vraiment été l'aboutissement, où c'est vrai qu'on a fait à l'époque un gros carton. D'ailleurs, Route Israël, pour les citer, ont été en tout cas... ont mis en avant les enfants d'Israël, ont mis à l'honneur le titre, et c'est ce qui a permis au titre aussi de bien fonctionner sur les réseaux. Donc je remercie Yoram parce qu'il a été vraiment, il a tout de suite en tout cas accroché au titre, et en accrochant au titre, il a mouillé le maillot. Il y avait aussi Benjamin qui travaille avec, pas Benjamin. Nissim qui a fait les photos. Route Israël, c'est Nissim Selam, c'est Sandrine Cohen, c'est moi, c'est vraiment un moment, chacun avec notre talent différent, l'envie de parler d'Israël. Et à l'époque, encore une fois, on a été très inspiré par Jupop qui a donné le ton, mais qui était forcément beaucoup plus francophone, mais qui a été le premier à sortir un peu d'une sorte de journalisme ou de communication très classique, très communautaire, très politiquement sectaire correct aussi. Oui. Ouais. Et j'aimais beaucoup, on aimait tous le ton. Sans humour juif pour le coup, alors que c'est on attend en général. Tout à fait. Et c'est vrai que ça a dépoussiéré quand même. Ça a vraiment dépoussiéré à l'époque, et c'est vrai que ça nous a fait monter sur cette marche. On savait tous écrire, on s'est jamais prétendu journaliste, on était ce qu'on n'appelait pas des blogueurs. Ouais, on était des blogueurs, et voilà, et on
on a sorti Route Israël à un moment. Donc Street Israël a été la première marche, donc les gens nous connaissaient déjà un peu. Mais quand on a sorti Route Israël, toute l'équipe déjà qui bloguait un peu avec nous, puisqu'il y avait beaucoup de chroniqueurs, on avait une équipe quand même de 20-25 chroniqueurs à un moment, tous irréguliers ou réguliers, mais il y avait du monde. Et... Alors tu parles d'écriture, on peut parler de Causeur, du Huffington Post. Ah ça c'est bien après. Ah non, Huffington Post, ça avait commencé. C'est ce que j'expliquais avec Route Israël. Ça veut dire que quand on a commencé, ça a tout de suite bien marché, mais en 2014, il y a eu Bordure Protectrice, il y a eu la guerre, et forcément tous les Juifs de France, d'Israël et même du monde étaient focalisés sur tous les médias. Et on est arrivé, on était né 6-7 mois avant, et donc forcément, à ce moment-là, tous les yeux étaient braqués sur les médias. Donc on a eu notre part aussi. Et on a écrit des articles qui ont extrêmement bien tourné à l'époque. Qui ont été repris d'ailleurs par le Huffington Post aussi. Oui, j'ai écrit un article. Voilà, toi Stéphane Richard. Alors ça c'était après. L'affaire Orange. Ça c'était l'affaire Orange où Stéphane Richard, le patron de Orange, avait décidé de retirer sa licence à Partner ici. Et à l'époque, il y a eu un gros problème avec ça parce que il y avait une histoire avec le BDS dedans. Et j'ai assez de fierté par rapport à cet article parce que je sais que l'article a tellement bien tourné, a été repris par le Huffington Post que il est arrivé sur le bureau de Stéphane Richard, d'après ce que j'ai entendu, et je ne suis pas le seul à avoir écrit là-dessus, mais qui a dû réagir un peu plus tard là-dessus. Donc, moi, j'ai trouvé un très beau texte que j'ai eu un peu de mal à lire, qui est sorti le mois dernier dans Causeur, qui s'appelle Papa, on ne dit plus Jones. Que j'ai imprimé. Est-ce que tu peux nous en lire au moins une petite partie Je sais pas si... Il te fait le même coup que tu m'as fait à moi, t'as vu ça alors oui, je peux te lire. Donc ça remonte au mois de juin où j'étais à Paris. Donc j'étais à Paris il y a 2 semaines quand j'ai surpris une conversation entre 2 jeunes dans le métro qui venaient tout juste de tomber l'un sur l'autre. Pour une fois, je n'ai pas photographié, j'ai juste pris des notes et après je suis passé à la traduction en français. Je le fais avec l'accent ou comme... Vas-y, ça, comme tu le sens. Wesh frère, c'est comment ? Alors il faut quand même que je dise, donc il y a le texte et il y a la traduction à côté en français. Donc wesh frère, c'est comment ? Comment vas-tu mon ami ? Oh mon quai, ça va bien et toi, ça va ma gueule ? Oh quelle belle surprise de te rencontrer par ici mon ami. Me concernant, tout va bien et toi, comment vas-tu ? Tranquille, je suis au calme, je bédave, désolé que j'ai pas donné de news depuis longtemps, mais je suis deb de ouf. Écoute, tout va bien, je ne sors que très peu ces derniers temps, je reste tranquillement chez moi. Je te prie de bien vouloir m'excuser si je ne t'ai pas donné de mes nouvelles depuis longtemps, mais je dois t'avouer que je suis très déprimé ces derniers temps. Mais non, c'est quoi les bails ? Ah bon, que se passe-t-il ? Etc, etc, etc. Voilà, ça j'ai trouvé ce texte absolument... Maintenant, je sais parce que je l'ai lu, je l'ai lu cet article et je savais pas que c'était toi. J'avais pas... C'était rigolo parce qu'effectivement, c'est génial. J'étais dans le métro et... Bon alors... Et il y a d'autres choses qui m'ont rappelé à ça, mais j'étais dans le métro et il y avait ces deux Jones donc, qui parlaient et je comprenais quand même ce qu'ils disaient, mais je trouvais ça tellement incroyable que je me disais, déjà quelqu'un qui apprend le français, il se demande en fait s'il a vraiment appris le français. Et voilà, j'ai trouvé la retranscription intéressante. L'article a été repris par Causeur. Ouais. Et ça, voilà, je l'avais mis sur mon profil et ça a été repris par Causeur. C'est un très bel article que je conseille à tout le monde d'aller voir. Et donc une des facettes importantes de ta vie, c'est les photos, notamment marquées par ton expérience autour de la Tachana. La Tachana était le déclencheur. On peut en parler sur des expos et sur les thèmes que tu as retenus par rapport à ça. Alors la Tachana c'est le déclencheur. Voilà, là tu vois passer les photos. Voilà, je parlais de blanc. Donc il y a ton fils en premier plan. Fils, et je trouvais ça. Et en fait là on voit pas bien, mais il y a le regard de la petite fille sur mon fils et finalement c'est très représentatif en fait du regard. Et il y a une scène que j'explique dans le texte que j'ai écrit là-dessus. Qui est génial et qu'on a vécu avec mes enfants, il y avait un terrain de basket et bon voilà, ça nous arrive souvent d'aller jouer au basket et j'explique dans mon texte qu'un jour on s'est décidé avec les enfants, ils étaient ok, hein. On a été jouer sur les terrains de basket où il y avait que les blacks qui jouaient à ce moment-là et on s'est senti vraiment, je l'écris comme voilà, c'est celle-là, comme dans un quartier de Harlem quand un blanc il dit je peux entrer sur le terrain et c'est vrai que ça nous a fait, et au final c'était magnifique parce qu'on a vécu vraiment un moment où
la couleur n'était pas du tout importante et tout le monde était, et les parents des enfants aussi étaient aussi étonnés on était tous étonnés en fait que finalement la couleur était juste accessoire dans ces moments-là. Et c'est ce que j'ai découvert à la Tahana, c'est que ça c'était mon premier déclencheur au niveau de la photo parce que je voyais toujours des scènes que j'avais envie de prendre en photo et à l'époque, ce qui est important aussi, c'est que j'ai un appareil photo à la maison, un vrai appareil professionnel, mais je me voyais tellement mal commencer à sortir mon appareil photo et photographier ces gens. J'allais poser la question, comment on fait pour saisir du quotidien sans faire poser les gens et sans créer un malaise ou un regard voyeuriste sur ce qui se passe là-bas? C'était très compliqué parce que justement, je voulais pas être voyeuriste, je voulais juste saisir un moment, quelque chose qui me touchait. Et donc je photographiais avec mon iPhone, mais je voulais être prêt. En plus à l'époque, j'avais pas un iPhone comme je l'ai maintenant, qui est beaucoup plus performant. J'avais un iPhone 6, donc la qualité des photos, je pouvais pas me permettre d'être trop loin. Je voulais faire du gros plan, et donc j'ai commencé à développer une technique où je mettais mes oreillettes et je faisais semblant de parler à quelqu'un, ce qui me permettait de m'approcher de la personne avec le téléphone comme ça, tout en faisant semblant de parler, et la personne forcément m'entendait, donc tournait son regard vers moi et j'arrivais à saisir... Tu jouais aux zombies? Ouais, je jouais au mec qui n'était pas du tout intéressé parce qu'il était en train de photographier. Et ça, j'aime bien celle-là parce que ça aussi, c'est représentatif de la Tahana. Il y a l'affiche publicitaire derrière qui est un modèle de surconsommation. On vend on vend de la mode, on vend du stylisme, on vend ça. Et puis cette vieille personne, enfin cette vieille personne, pas vieille en fait, hein, mais qui est là, et en fait elle était là, elle attendait pas son bus, hein, elle était juste là parce que elle avait pas d'autre ou elle avait peut-être pas d'autre endroit où aller à ce moment-là, quoi. Donc ça c'est une expo, les photos. Ça c'est une expo qui va, en fait c'est une première partie d'une expo qui va s'appeler Les âmes invisibles. Nom qui m'a été suggéré dans un commentaire quand j'ai sorti ça et que j'ai trouvé top parce que ça représente bien le regard que j'aime partager, celui des âmes invisibles de Tel Aviv, celles qu'on regarde pas, celles qu'on voit pas. Et donc il y a une expo qui va se faire dont le jour n'est pas encore posé. Ça c'est un autre thème d'expo, c'est les Men in Black, qui va se passer en octobre à Tel Aviv, fin octobre, mais j'ai pas encore le jour, je communiquerai là-dessus. Donc communication à suivre sur ta page Facebook. Sur ma page Facebook, et à Paris en juin prochain aussi. Où j'exposerai en fait ce premier travail, cette première série en fait. Donc plusieurs grands thèmes. On a dit. Alors ça sera aussi les autres âmes invisibles. Je sais pas, j'ai une fascination pour les religieux, les ultra-orthodoxes. Ce que tu appelles les Men in Black. Les Men in Black. Je sais pas si cette fascination elle est saine ou malsaine, mais il s'avère que j'aime les photographier. Et voilà, il y a quelque chose de très fascinant pour moi chez eux. Et voilà, ça sera une deuxième série, je pense. Ça, c'est la Tahana Merkazit. Tu photographies toujours et exclusivement à Tel Aviv? Non, ou tu photographies ailleurs j'étais, à part la Tahana Merkazit non, de Tel là, Aviv, j'étais justement à Jérusalem il y a quelques semaines, ouais. Parce que justement, je voulais sortir un peu de... Tel Aviv, c'est la ville où je vis en permanence, donc forcément, c'est mon terrain de chasse. Mais non, je photographie à Jérusalem, donc dernièrement, dans le désert aussi, enfin partout où je peux en fait, hein, et pas qu'en Israël aussi d'ailleurs. Ce que je vois, alors c'est sûr qu'Israël... Ouais, pardon. Non, j'allais dire là, on a deux photos exceptionnelles. Ça, pour la petite histoire, en fait, donc il y a deux religieuses, mais ces photos n'ont évidemment pas été faites au même endroit, mais pas non plus en même temps, en fait. La première en haut, la religieuse en noir, c'était dans un bus à Tel Aviv. Elle m'a tout de suite touché parce qu'elle était tellement pensive et je l'ai trouvée extrêmement belle, cette femme, touchante en tout cas. Et j'étais dans le train il y a quelques semaines, il y a 2 mois, et pareil, et tout de suite ça m'a flashé parce que je me suis dit cette femme me rappelle une photo que j'ai prise il y a à peu près 2 ans, et quand je l'ai prise et que je les ai mis toutes les deux en contraste, et alors en plus le blanc et le noir viennent rajouter à ça, j'ai trouvé qu'il y avait tellement dans la manière dont elles regardaient par la fenêtre, ou elles étaient pensives, ou elles étaient assez rétractées sur elles-mêmes et loin, quoi. Et alors qu'il y avait 2 ans qui séparaient ces photos et pas au même endroit, donc oui, ça m'a... T'as déjà eu un retour de personnes que tu as pris en photo Ouais, ça m'est arrivé. Enfin, 3 fois en fait. La première, c'était dans un bus, il y avait un gamin
le bus était vide, le gamin était dans le bus tout au fond et il était endormi et il avait la bouche grande ouverte. Alors je trouvais ça marrant, je l'ai photographié et je l'ai mis sur mon Instagram et 2-3 semaines après, j'ai eu un message de sa sœur qui m'a demandé de l'enlever et voilà, et évidemment je l'enlève. C'est toute la problématique quand tu fais de la street photo. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a tu photographies comme tu dis, des âmes invisibles, donc des moments de vie, parfois des moments volés. Voilà, il y a des moments volés, évidemment, il y a des moments volés. Et après, du coup, le but quand même de ton travail, c'est quand même, comme tu dis, de communiquer, enfin de montrer ça au public. Et après se pose le droit à l'image, Internet, etc. Donc, forcément. Comment ça se gère en fait? Écoute. Tout d'abord, quand j'ai commencé à prendre les photos à la Tahana Merkazit, j'étais pas du tout dans l'esprit de l'expo. Je les mettais sur mon Instagram, mais bon, j'avais pas énormément de monde, donc j'étais pas dans cette dimension-là. Et quand j'ai sorti l'article sur la Tahana Merkazit sur mon profil Facebook et les photos qui allaient avec, et que ça a fait un buzz et que c'est sorti complètement de ma communauté, j'ai eu aussi quelques personnes, pas énormément par rapport à une autre photo, celle qui est passée d'ailleurs sur le religieux qui était dans le train en train de dormir, où là j'ai eu quelques critiques quand même. Oui, j'allais t'en parler parce que j'ai vu les commentaires. J'ai eu des commentaires. La photo, il y avait, Oui, est ce que je comprends. Oui. Même si de mon côté, surtout qu'il y avait un texte qui était lié à ça, où et le texte était magnifique. L'émotion que je partageais par rapport à cet homme était ni dénigrante, ni bienveillante. Je sens pas de moralisation dans la photo. Je sens vraiment un... C'est pas mon regard. Je suis pas dans une moralisation quand je prends les gens en photo. Encore une fois, je prends une photo quand quelque chose me touche. Je vais pas plus loin. Là, par exemple, ça c'était important aussi pour moi. C'était au moment des émeutes, quand il y a eu la mort de Salomon Teka, au moment des Israéliens d'origine éthiopienne qui se sont révoltés contre ça et je me suis retrouvé en fait à Ezrieli au moment où ça a pris et il y avait un feu une voiture qui avait été incendiée et un feu, on voit les restes en fait et un bus qui passe à ce moment-là et j'ai trouvé ce moment juste incroyable à photographier. Mais pour revenir donc à la problématique du droit à l'image, c'est un domaine encore dans la street photo où ce qu'on peut se permettre peut être défendable devant la justice, premièrement, parce que c'est tout le but de la street photo, c'est de prendre les gens et les scènes dans la rue. Maintenant, moi, je suis pas idiot. Si une personne me dit demain, je veux pas que ma photo apparaisse, je l'enlève tout de suite parce que je le comprends tout à fait. Voilà, mais maintenant, c'est comme je le dis sur mon site internet, moi, la rue, c'est ma religion. C'est ce qui me donne envie de voilà, j'ai toujours envie de photographier ces moments. Donc, si un jour je dois m'exposer à quelqu'un qui sera peut-être un peu plus, qui ne se contentera pas simplement de me dire, du fait que je l'enlève et qui voudra aller plus loin, ça fera partie du jeu. Tant pis. Mais est-ce que en floutant la problématique, floutant les visages par exemple, ou le regard, tu perds l'expression dans les visages sont partie intégrante de ma démarche. Donc, et tous les plus grands street photographeurs, tu peux prendre les plus grands, tu peux prendre même Douaneau et tu prends Henri Cartier-Bresson et il y en a des tonnes. Mais je te dis pourquoi, parce que moi ça me fait penser, tu sais, à la pochette d'ACDC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Je sais pas si tu connais cet album, mais t'as plusieurs personnages qui sont là devant je sais pas si c'est pas un motel mais ils ont tous un bandeau noir dessus. Alors après, c'est rigolo ce que tu dis, parce qu'à un moment, je me suis dit, pour sortir peut-être de ça, peut-être que ça peut être même un trait artistique de mettre. Mais quand j'ai commencé. Je vois la photo de la femme contre la vitre. Là, tu lui floutes les yeux, tu lui mets un bandeau. Purée, je la connais en plus. La photo perd tout son intérêt. Ça peut être intéressant si finalement ça devient effectivement une patte artistique, une marque de fabrique. Pourquoi pas, ça à étudier. Mais là, c'est pas le but. Quand je me suis fait la réflexion, sincèrement, je l'ai fait. J'ai commencé à le faire sur des photos. Je me suis dit non, je sentais pas le truc. Et voilà. Après, maintenant, encore une fois, aujourd'hui. Il commence à y avoir un peu de bruit sur ces photos, il y a des expositions. Je pense que je vais à un moment ou à un autre être confronté peut-être plus sérieusement à cette problématique et j'y réfléchis, mais voilà. Et alors,
Deux choses pour terminer notre interview. J'ai entendu parler donc d'un tatouage très particulier. Je ne sais pas si c'est celui que je vois sur ton bras gauche, qui a une histoire assez originale. Ouais, mais privée. Mais privée. Donc elle restera privée. Et The Ghost on My Mind. Ouais, ça c'est une autre série. Voilà, c'est ça. C'est une autre série qui est semi-aboutie, que j'aimerais exposer, qui n'a rien à voir avec le travail de la Tajana, c'était avant. Mais au final, qui rejoint aussi cette démarche de la rue, puisque j'ai sur des murs et j'ai imaginé des scènes en fait où j'y ai apposé des silhouettes, des ombres telles qu'elles me venaient à l'esprit. Bon là, en l'occurrence, c'est une démarche un petit peu, c'est toujours dans la même série, mais c'est Lorraine Bacal avec qui je fume une cigarette et voilà, je trouvais le mimétisme intéressant, mais ouais, voilà, et c'est toujours des textures sur des murs où je joue avec. Là, c'est pas des ombres, c'est des personnages connus, mais je pense qu'il y en a d'autres où, voilà, par exemple, là, ça c'est un parasol sur la plage de Tel Aviv. Je voyais cet avion passer et je sais pas, j'ai eu envie d'y poser une ombre un peu inquiétante et voilà, bon, voilà, là, donc peut-être une autre expo à venir sur ce sujet. Ouais, ça sera. Pour l'instant, c'est une série qui est sur le côté parce que même si voilà, j'ai aimé faire ça et j'aime faire ça, elle n'est pas représentative de ce qui me touche là tout de suite. Enfin, ces dernières sur le travail que je fais actuellement. Mais oui, il y aura le travail que je fais actuellement, ce sera les expos. Il y aura un livre aussi là-dessus sur les âmes invisibles, puisque j'y mettrai mes textes et dans lesquels, parce que le travail photographique c'est une chose, mais c'est les rencontres aussi que je fais sur Tel Aviv ou ailleurs, où parfois la photographie est juste l'accessoire qui va me permettre d'agrémenter ce que je raconte, parce que j'ai fait des rencontres justement avec ces âmes invisibles, des gens parfois avec qui j'aurais jamais été amené à parler. Ça peut être un gardien de parking, ça peut être des pêcheurs, ça peut être un gars qui est dans un bar un soir tout seul et qui est un accordéoniste, ce qui est très rare à Tel Aviv, et avec qui j'ai tout à coup des discussions et je sais pas, je dois me sentir un peu comme Hemingway dans ces moments-là. Je me laisse aller et j'écris sur ça et ça prend. Les gens sont touchés apparemment par ça et j'ai envie de continuer à le faire. Voilà. Super, merci beaucoup d'avoir partagé ces tranches de vie avec nous. On te souhaite beaucoup de réussite dans ces expos. Hâte de voir toutes les infos sur ta page Facebook. Et on accueille en direct Rudy Sidbon pour nous parler cinéma.